vers qu'ils enregistrent. Bonsoir à vous, chers membres et amis de la loge Robert Gamzon de Jérusalem. Nous avions prévu initialement de célébrer l'allumage de la 3e bougie de Hanouka ce soir, 30 novembre 2021, en présentiel. Mais compte tenu de l'âge avancé de notre grand ami Shaul Loren, qui a des difficultés pour se déplacer et en particulier le soir, et compte tenu des consignes sanitaires de plus en plus problématiques qui refont surface après un moment d'accalmie, notre soirée se déroulera donc en visioconférence. Les témoignages de nos invités, Shaul Loren et Raphaël Jérusalemi, auront ainsi l'avantage d'être retransmis en direct à tous nos participants d'Israël, de France, d'Italie et d'ailleurs. Comme les années précédentes, Monsieur le grand rabbin Jackie Amar allumera la 3e bougie et nous fera un bref Dvar Torah sur ce que représentent les fêtes de Hanouka. Pierre Dreyfus, responsable de la commission culture, présentera nos 2 intervenants. Vous pourrez, si vous le désirez, poser vos questions par chat ou en réouvrant vos micros, ces micros ayant été fermés depuis le début de l'enregistrement par notre administrateur David Serzman, aidé par notre frère Jean-Claude Aîné, qui s'en soit remercié. Que les flammes et les lumières de cette soirée de Hanouka éclairent cette période problématique que nous vivons dans tous les domaines. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée et je passe la soirée à Monsieur le grand rabbin Jackie Amar. Jackie, il faut remettre ton micro. Jackie, il faut que tu remettes ton micro. Il y a une icône. Le micro est barré, il faut le débarrer. C'est bon, je crois. C'est oui. Bon? Oui. On entend bien ici? On entend bien, David? Oui, très bien. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים והפורקן ועל הגבעות ועל התשעות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא נראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ועל ישועותיך ועל נפלאותיך. Tous ensemble, Maotsou maintenant. Maotsou Yeshuati Lechana Eshabeya Bedavuta Ezabeya Azimon Meshir Mizmor Hanukat HaMizbeya Azimon Meshir Mizmor Hanukat HaMizbeya. Avec une belle chorale. Moi, je m'approche un peu comme ça. Regardez. Alors, quelques mots sur Hanouka. Je ne sais pas si vous le savez, il y a un lien entre le Bnei Brit et Hanouka. Vous le saviez?
Voilà, pas. Qu'est-ce que c'est que la devise du Bnei-Brit? Un principal, solidarité et unité. Hanouka, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Il y a eu 2 miracles à Hanouka. Le miracle de la victoire sur les Grecs et le miracle de l'huile qui a duré 8 jours. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans nos prières de la victoire militaire, pas un mot sur l'huile. Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, le miracle véritable, c'est la victoire. Ils étaient très peu nombreux, ils ont réussi à vaincre une armée importante et bien entraînée, les Grecs. Tandis que l'huile, ce n'était pas un miracle obligatoire. C'est simplement un miracle pour confirmer que la victoire était un miracle. Il fallait que tout le monde sache que Dieu est intervenu dans cette histoire. Et c'est pourquoi l'huile, on n'en parle absolument pas, sinon dans le livre d'histoire. Ce qui est important, c'est donc la victoire. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait un miracle extraordinaire à Hanouka sur les Grecs? Tout simplement parce qu'ils étaient unis. Le Midrash nous dit que jamais le peuple juif n'a été aussi uni qu'au moment des Maccabées. Tout le peuple juif s'était soulevé comme un seul homme contre l'envahisseur. Et lorsque Israël est uni, rien ne peut lui arriver. Lorsqu'il y a l'unité dans le peuple juif, tout est possible, Akadosh Baruch Hu intervient constamment. Ce qui est formidable, vous savez que nos patriarches ont reçu chacune une bénédiction. Abraham a reçu la bénédiction, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Isaac a reçu aussi une bénédiction. Dieu lui a dit que ta postérité sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Et Jacob a reçu une autre bénédiction. Dieu lui a dit que ta postérité soit aussi nombreuse que la terre. La terre. Et nos rabbins nous disent, le Midrash nous dit tout simplement, la plus importante des bénédictions, c'est celle que Jacob a reçue. Les autres étaient importantes, mais pas autant que Jacob. Pourquoi? Parce qu'Abraham a reçu la postérité aussi nombreuse que les étoiles. C'est vrai, il y a des milliards d'étoiles, mais pas une étoile n'est à côté de l'autre. Aucun lien entre les étoiles. Chacune est à sa place et ne bouge pas. Isaac, c'est pareil. Pour le sable, on peut compter les grains de sable, il y en a des milliards, mais on peut facilement isoler un grain de sable. Aucun lien avec les autres. Tandis que pour Jacob, la terre, il est impossible de mettre de côté un grain de la terre. Parce que les grains sont formés les uns avec les autres, impossible de les détacher. Voilà, la véritable bénédiction, c'est lorsqu'Israël est uni. Et c'est pourquoi je disais que le Bnei-Brit a la même devise que la bénédiction de Akadosh Baruch Hu. Solidarité et unité. Donc, mes chers amis, soyons fiers de cette devise du Bnei-Brit et que chacun puisse dire Chag Sameach à toute la famille et à tout le peuple juif et qu'on ait que de bonnes nouvelles de toutes nos familles. Amen. Amen, amen, Jackie. Que ta voix soit écoutée et que nous essayons de rester unis pour notre bien à nous et pour le bien d'Israël. Merci, Jackie. Pierrot, je peux te passer la parole, Pierrot? On remet le micro. Oui, merci Jacqueline, merci frère Jackie Amar, frère grand rabbin, des paroles que tu as prononcées qui nous sont allées droit au cœur. Je ne sais pas si Shaul Oren et Raphaël Jérusalemi se connaissent. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'ils ont notamment 2 points. Ils ont toujours répondu présent lorsque la loge Robert Gamzon leur a demandé d'intervenir pour elle, d'autant que Shaul
a fait partie longtemps de la loge. Le deuxième point commun entre Shaul et Raphaël est qu'ils savent écrire et qu'ils s'expriment fort bien. Shaul a ainsi publié en 1989 un livre, Comme un feu brûlant, aux éditions L'Harmattan. Permettez-moi à cet égard de vous livrer un souvenir personnel. Nous habitions encore Colmar et la loge Bnei Brit, qui porte le nom de Scherer-Kestner, avait fait venir Shaul Oren pour parler de son livre. Outre le fait que la salle était pleine, on aurait, comme on dit un peu vulgairement, on aurait entendu voler une mouche tant l'assistance était subjuguée. Ce fut un grand moment d'émotion. Peut-être t'en souviens-tu encore, Shaul, pardon. Quant à Raphaël Jérusalemi, les téléspectateurs d'une chaîne israélienne en partie francophone peuvent presque journellement écouter ses analyses pertinentes des situations politico-militaires, et Dieu sait que notre région n'en manque pas, mais c'est aussi un écrivain prolifique, parce qu'on n'est pas impunément ancien élève de Normal Sup et ancien lieutenant-colonel dans l'arme du renseignement de Tzahal. La plupart de ces livres, 15 si je ne me trompe, ont été publiés chez Actes Sud, et qui ne se souvient, entre autres, de Sauver Mozart, de la confrérie des chasseurs de livres, de la Rose de Saragosse, ou encore les obus joués à pigeon-vol. Tous publiés, si je ne me trompe, chez Actes Sud. Exception des 6 pistoles à l'intifada, confidence d'un officier israélien du renseignement. C'est un des derniers livres écrits par Raphaël Jérusalemi et paru aux éditions Ballant. Enfin, le manuel bleu contre l'antisémitisme et la désinformation est paru chez David Reinhardt, mais sachez, frères et sœurs, chers amis, que Raphaël Jérusalemi fait paraître ce mois-ci, au mois de novembre, chez Actes Sud, un livre intitulé Impression, imprimeur, imprimé, empreinte, ferme. Je vous invite bien entendu à vous procurer ce livre et je suis persuadé que vous ne serez pas déçus. Mais vous n'êtes pas venu pour moi, vous n'êtes pas venu pour m'écouter, vous êtes venu pour écouter deux témoignages sur Hanouka à Auschwitz et Sachsenhausen par Shaul Oren et Hanouka dans les renseignements de Tzahal par Raphaël Jérusalemi. À vous, messieurs, j'ai suffisamment parlé. Qui commence? C'est Shaul. Ok. Shaul. Alors, on est Hanouka. D'abord, Hanouka Sameach à tout le monde. On fête le miracle. Et on demande dans la Gemara, on raconte l'histoire de Hanouka, mais où est-ce qu'on le cite dans nos prières? Et la réponse de la Gemara, Alanissim. Alanissim, ça c'est la prière qui rappelle Hanouka, la gloire sur les ennemis, contre les ennemis. Mais ce qui était important, c'est de savoir à quel endroit de la prière
on cite cette histoire de la victoire. Eh bien, la Gemara répond, Barodara, ça se dit à l'endroit où on reconnaît les miracles en général pour le peuple juif, de part de Baruch Hu, et c'est là, Modim, on reconnaît, c'est-à-dire on dit, c'est pas seulement qu'il y a eu un miracle, mais on le rappelle à l'endroit où la prière, c'est Modim. Nous sommes reconnaissants. Il faut être reconnaissant. Il y a un miracle, oui, mais il faut le rappeler, il faut le publier, il faut en parler. Tout dans ce miracle est important pour qu'il reste gravé et que nous disions dans nos prières, Modim, nous reconnaissons. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a des miracles. Il y a eu beaucoup de miracles pendant la Shoah. Mais il faut reconnaître, il faut le raconter. Ça, c'est important. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon miracle? Mon miracle à moi, c'est du mal est sorti un bien. Nous sommes arrivés à Auschwitz. D'Auschwitz, on n'est pas resté longtemps, à peu près 2 mois. On nous a envoyés à Sachsenhausen. Et à Sachsenhausen, on retrouve un Allemand qui était médecin et qui nous avait choisi à l'arrivée d'Auschwitz. C'est ça. Ça, c'était notre grand miracle, qu'arrivé à Auschwitz, au lieu d'aller dans la chambre à gaz, il y avait ce jour-là, et ça, ce n'était pas tous les jours, il y avait un officier allemand qui posait des questions à des jeunes gens et qui a choisi un petit groupe de 19 garçons pour être envoyés à l'hôpital de Sachsenhausen. On était dans le bloc 11, on était connus quand les gens déportés de Sachsenhausen ont eu connaissance du fait un petit groupe de juifs, de jeunes juifs, est arrivé. Il se trouve au bloc 2, chambre 51, et on allait faire sur eux des expérimentations médicales. Parce que il y avait le docteur Mengele, le grand salaud d'Auschwitz, qui choisissait les malades, ceux qui pouvaient à peine se traîner, il les choisissait pour les envoyer à la chambre à gaz. Et nous, on est arrivés à Auschwitz, de ghetto Sosnowiec, Chodoula, et on était choisis par un médecin allemand de la Wehrmacht pour ces expérimentations que nous allons apprendre plus tard. Et alors, c'était ça le miracle, le grand miracle, que ce jour-là, au lieu de nous envoyer dans la chambre à gaz à Auschwitz, ce qui était coutume, et de choisir un groupe de 19 garçons, à peu près de l'âge de 14 à 18 ans, et nous envoyer à Auschwitz, dans un bloc 28, et nous ne savions pas qu'est-ce qu'ils allaient faire de nous. Travailler, on ne croyait pas qu'ils ont nous choisi pour travailler. On était des garçons de 14 ans, affamés, parce que dans le ghetto de Sosnowiec, on mangeait presque pas. Et donc, c'était ça, le grand miracle. Un médecin allemand a choisi pour ses expérimentations un petit groupe de 19. Et de ce groupe, finalement, on était 13 garçons, différents âges, nous a envoyés dans le camp de Sachsenhausen, qui est près de Berlin. Et là, on allait faire des expériences sur nous. Et petit à petit, on a su que ces expériences, c'était sur les maladies du foie.
c'est-à-dire la jaunisse. Et on avait un premier signe, c'est le médecin qui nous a choisis sur la rampe d'Auschwitz. Il nous a demandé si on avait eu, il a dit Gelbsucht en allemand, la jaunisse, parce qu'il cherchait des gosses qui n'avaient pas eu cette maladie. Nous, on a dit non, on n'a pas eu la jaunisse. Mais d'abord, on ne comprenait pas. Il a dit la maladie en allemand, Gelbsucht, et on ne comprenait pas ce que ça veut dire Gelbsucht. Mais on avait l'étoile jaune qu'on portait sur le devant, et il nous a montré ça et a dit la maladie de cette couleur. Alors on a compris. Donc il allait faire des expérimentations sur la maladie du foie en nous injectant des animaux malades du foie. Le sang tiré dans ces animaux malades nous a été injecté et on tirait notre sang tous les jours à l'hôpital de Sachsenhausen pour voir si, à partir des animaux, on pouvait produire la maladie chez les hommes. Voilà. Alors, on arrive à Hanouka maintenant. Nous sommes arrivés au mois d'août à Sachsenhausen. Il y avait à Sachsenhausen un bloc des Juifs et parmi ces Juifs, il y avait M. Gutmann et M. Gutmann était religieux. Lui, il s'était intéressé tout de suite à nous et c'est lui qui nous communiquait les dates des fêtes juives. Nous ne savions pas. Il nous donnait Rosh Hashanah et tout le long de l'année, il nous disait, il arrivait chez nous parce qu'il y avait un groupe d'horlogers juifs, mais lui, il s'arrangeait toujours pour arriver à l'hôpital et nous soutenir de peu de juifs qu'on a, soutenir, nous informer de la date des fêtes juives. Vraiment, il s'est donné pour tâche, lui qui était dans le bloc des horlogers, de venir chez nous à l'hôpital et nous tenir au courant de ça. À Hanouka, il est venu avec des bougies et il a allumé les bougies de Hanouka. Et nous avons chanté dans ce bloc 2 de l'hôpital, les mots sourds. On a fêté donc cette belle fête de Hanouka dans le camp de Sachsenhausen grâce à ces juifs, Gutmann, qui voulaient maintenir notre étincelle qui était toute petite des juifs. Cette étincelle, ils voulaient la soutenir de sorte que nous n'oublions pas que nous sommes des juifs. Donc ça, c'est le grand souvenir de Hanouka au camp de Sachsenhausen. Alors, ce souvenir, nous ne l'avons jamais oublié et nous espérons toujours le transmettre à nos enfants, aux petits-enfants, de Hanouka dans les camps de concentration près de Berlin, Sachsenhausen. Et que ce souvenir nous soutienne toujours et que nous puissions fêter dans la grande joie, en famille, la fête de Hanouka. Voilà. Kol hakavod, merci beaucoup, Shaoul. C'était extrêmement émouvant ce que tu nous as dit. Et j'ai une question qui m'est en fait soufflée par Betty, ma femme. Une question. D'où provenaient, si tu le sais, les bougies que vous avez apportées, Monsieur Gutmann? Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Il s'est débrouillé. Il était dans le bloc des horlogers, qui étaient des juifs, à Sachsenhausen. Et
il s'est arrangé toujours pour venir nous voir. Il a trouvé des bougies, il est venu expressément dans notre bloc pour allumer les bougies à Hanouka. Et voilà, ça c'était un souvenir de Hanouka dans le camp de Zaxxon. Merci. Shaoul, une question très rapide. Combien de temps es-tu resté dans ce bloc où il y a eu des expériences qui ont été faites sur vous? Oui, eh bien, nous sommes restés presque 2 ans. Nous sommes restés dans ce bloc. 2 ans. Et pendant qu'on faisait des expériences sur vous, quel était votre état physique et moral? Eh bien, pour nous, d'abord, c'était un grand miracle que ce jour-là, où un médecin allemand avait besoin de faire des expérimentations, il était là quand nous sommes arrivés par le train du ghetto Sosnowiec, nous sommes arrivés à Auschwitz. Et il a cherché des jeunes gens. Et nous étions des gosses de 14 ans, 15 ans. Et on a remarqué qu'il n'était pas brutal. On sentait tout de suite. Cet homme, c'était un médecin. Vous avez remarqué, il a cherché des jeunes gens, il les a trouvés, et non seulement ça. Moi, je suis arrivé au camp d'Auschwitz avec mon frère Moshe. Je lui ai dit non. Il a choisi Moshe, il a sélectionné Moshe. Il lui a dit que j'étais son frère. Il a accepté de me prendre. Vous voyez, c'était un S que il était très gentil avec nous. Il nous a dit, on nous a mis dans l'hôpital de Sachsenhausen, dans une petite chambre, dans le bloc 11, non, la chambre 11, oui. Alors, c'était une petite chambre où il y avait des lits superposés, mais ce médecin, il était de la Wehrmacht, c'est-à-dire il n'était pas SS, et il était très gentil avec nous. Quand il est arrivé dans notre chambre avec nous, il a enlevé sa ceinture avec l'arme, il l'a confié au plus jeune d'entre nous, qui s'appelle Irshit Manovitch, il vit au Pérou, et pour montrer qu'on pouvait lui faire confiance. Ça, c'était le grand NES de Sachsenhausen pour nous. Alors, il a fait des expérimentations. C'est-à-dire, il nous injectait de la maladie, des fois des animaux, au niveau animal, il nous a injecté le sang de ces animaux malades et il faisait tirer le sang par les infirmiers de l'hôpital pour savoir s'il a atteint ce qu'il voulait, c'est produire la maladie du foie, tirer des animaux aux hommes. Mais il n'a pas réussi. Un jour, il avait cru qu'il a réussi ça. Moi j'étais dans un petit groupe qui étions malades à l'hôpital. Alors il nous a pris dans une chambre de l'hôpital de Sachsenhausen et il m'a assis sur une table. Il m'a montré une grande aiguille, épaisse, grande aiguille. Il m'a dit, voilà, il a fait une incision dans le dos en face du foie. Il m'a dit, je vais t'injecter, je vais te piquer par cette aiguille longue et épaisse. Tu ne dois pas respirer pendant que je fais ça. Sinon, tu vas mourir. Il était gentil. Alors, il fallait retenir la respiration. Pendant, il a fait une incision, j'ai encore la trace. Incision, il a introduit une longue aiguille épaisse, il a tiré le sang du foie, et après, j'étais un peu malade, enfin, c'était pas grave. Voilà, et c'était un miracle. Comme quoi, le miracle, il se traduisait pas toujours par
le fait du miracle, mais on était malade. J'ai encore une trace de l'incision qu'il va arrêter, mais par cette injection, on était sauvés. Autrement, qui sait, je ne serais pas ici. Voilà, c'était le miracle. Le miracle n'est pas toujours comme ça, simple, non, il est compliqué, mais c'est un miracle. Voilà. C'est ça que j'ai connu. Et Gutmann, qui était un homme religieux, venait nous voir très souvent. C'est lui qui nous a dit c'est Rosh Hashanah, parce qu'on ne savait pas les fêtes. Et grâce à cet homme, on est resté juif. On est resté juif. On ne pouvait pas prier normalement. Non. Moi, j'avais appris dans le Cheder, en Pologne, j'avais appris une Mishnah de Brachot, première Mishnah de Brachot, et je la connaissais par cœur. Et grâce à cette Mishnah, je suis resté juif, étudiant la Torah. Ça aussi, c'était un miracle. Et bon, c'était grâce à mon père qui me faisait étudier. Il étudiait avec moi tous les Shabbats matin, le Midrash Rabbah. Et j'étais encore imbibé du judaïsme. Tout en restant à Auschwitz, j'avais appris une Mishnah par cœur de Brachot, la première Mishnah de Brachot. Et je savais par cœur cette Mishnah. Et quand j'étais couché sur les 3 niveaux de billes à Auschwitz, je pouvais réciter cette Mishnah qui m'a soutenu comme juif, étudiant la Torah à Auschwitz. Voilà. Voilà. Merci Shaoul Pierrot. Grâce à tout cela, nous avons eu le bonheur de pouvoir t'écouter, Shaoul, et de nous pénétrer de ton enseignement, car tu nous as effectivement enseigné ce qu'est véritablement, en l'occurrence, un des miracles de Hanouka. Et maintenant, si vous en êtes d'accord, et je sais que vous en êtes d'accord, je vais donner la parole à Raphaël Jérusalemi. À vous, Raphaël. Bonsoir, Chag Sameach. Nous sommes aujourd'hui donc le 30 novembre 2021. Nous fêtons Hanouka et une fois de plus, le peuple juif est menacé par un ennemi puissant. Aujourd'hui, on se réunit à Vienne. Les grands de ce monde, les gens très intelligents de ce monde ont décidé qu'ils préféraient pactiser avec le diable que de sauvegarder la sécurité du monde et du peuple juif. Et aujourd'hui, donc, les Américains, les Européens sont en train de pactiser avec le diable iranien sur notre dos. Et nous allons nous retrouver peut-être, ce n'est pas encore sûr, mais seuls une fois de plus face à un immense ennemi que nous allons devoir vaincre, peut-être aussi tout seul, sans aucune aide. Et donc, il nous faudra probablement encore une fois un miracle de Hanouka pour cela. Et Hanouka, l'intérêt par rapport à l'armée, c'est comme l'a dit le rabbin Amar, c'est d'abord une victoire militaire. Et donc, dans l'armée, et en général en Israël, il y a au moins 2 fêtes qui sont respectées même par les non-religieux, c'est Hanouka et Pessah, parce que ce sont des fêtes nationales, des fêtes historiques, des fêtes où le peuple juif a affirmé sa liberté, son indépendance et sa force. Et donc, ce n'est pas nécessairement vu sous l'angle de la religion, mais bien sous l'angle de l'histoire du peuple juif. Et effectivement, à l'armée, c'est effectivement fêté par les soldats d'une façon assez symbolique, surtout que depuis déjà maintenant pas mal d'années, on préfère
le motif de Hanouka et de la victoire et de Tzahal à celui du symbole de Matsada, qui était un autre symbole qui avait été adopté au début de l'État d'Israël par les sionistes, le symbole de Matsada, qui avait quand même pour des avantages que les gens de Matsada, même s'ils ont résisté héroïquement, en fin de compte, se sont suicidés. Et donc, petit à petit, la dialectique s'est un peu changée en Israël et on est plus donc basé sur Hanouka, sur la victoire. Comme l'a dit aussi le rabbin Amar, fêter Hanouka dans l'armée, c'est vraiment réaliser l'unité, la solidarité du peuple juif, car en général, dans l'armée, de toute façon, tout le monde est mélangé, des juifs de toutes les ethnies, de toutes les cultures, de tous les pays différents, de gauche, de droite, religieux, pas religieux. Donc, tous ces juifs déjà sont entremêlés à l'armée. Ils partagent des expériences de combat et d'entraînement. Mais évidemment, lorsqu'arrive la fête juive, et surtout une fête comme Hanouka, il y a encore une plus grande unité des soldats entre eux. Et alors, cette année, il faut quand même que je vous donne quelques chiffres sur comment se fête Hanouka dans Tzahal. Tzahal a dû commander et préparer 350 000 soufganiotes. Parmi ces 350 000 soufganiotes, ils ont même fait 10 000 soufganiotes véganes. Ça veut dire pour les gens véganes, végétariens et naturalistes. Ça représente donc 20 tonnes de soufganiotes qui vont être distribuées aux soldats. On a aussi commandé 16 000 boîtes de bougies de Hanouka pour toutes les différentes unités où sera allumée la Hanoukia. Ça peut être sur un bateau de la marine, ça peut être dans des bunkers de défense des frontières d'Israël, ça peut être dans des camps d'entraînement, ça peut être dans les services secrets ou au quartier général. Donc pour tout ça, on a commandé 16 000 boîtes de bougies et 30 000 petites Hanoukiotes en fer pour distribuer à tous les soldats, que chaque soldat qui est resté, qui n'est pas en vacances pour Hanouka, qui est resté à la base, et sa Hanoukia à lui. Et enfin, le dernier chiffre, 200 grandes Hanoukiotes ont été commandées par Tzahal pour les distribuer dans les bases et faire une cérémonie d'allumage des bougies. Donc, vous voyez, c'est une opération logistique militaire juste pour fêter Hanouka à l'armée. Alors, moi, je me rappelle évidemment de mes Hanouka. Alors, je vais commencer par le Hanouka avant d'être un officier, en étant simple soldat. Et je crois qu'un de Hanouka qui m'a le plus marqué, c'était le Hanouka du cours des officiers. À Mitzperamon, il y a le camp numéro 1, Ba'ad Echad. C'est le cours des officiers de Tzahal. C'est là qu'on reçoit l'insigne d'officier si on réussit le cours. Et donc, nous étions coincés, si vous voulez, pour la fête de Hanouka, pour l'allumage de bougies là-bas. Et comme je l'ai dit, il y avait ce sentiment de solidarité encore plus grand, puisque partout en Israël, les gens étaient en famille et fêtaient ensemble avec les amis ou la famille la fête de Hanouka. Et nous étions restés sur la base. Nous avons été désignés pour rester sur la base. Et donc, nous étions un petit peu à l'écart du pays. Mais nous avons eu dans la journée, par exemple, la visite des délégués de Chabad qui sont venus nous apporter des soufganiotes et nous ont même donné de l'argent, hein, du Hanouka Gelt, de l'argent de Hanouka. Et nous avons fêté, et c'était en fait extrêmement émouvant. Et je dois dire, peut-être un des fêtes les plus émouvantes, puisque nous étions dans cette base militaire en plein désert, dans le désert, avec le ciel étoilé au-dessus de nous. Et c'était quoi de plus mystique que de fêter, après ce qu'on a entendu, les souffrances du peuple juif, après Auschwitz et les camps de concentration. Tout d'un coup, ces soldats de Tzahal qui allument leurs bougies de Hanouka sur la terre d'Israël, sous le ciel étoilé d'Israël, c'était extrêmement émouvant. Et puis, sur une note un petit peu plus amusante peut-être, un Hanouka, lorsque j'étais officier dans les renseignements, qui se passe sur le mont Hermon. C'est un Hanouka qui était un peu plus avancé dans le calendrier, plus vers décembre. Et là, il avait neigé sur le mont Hermon, et donc nous avons fêté Hanouka dans la neige. Et lorsque nous étions la nuit sur le mont Hermon pour allumer la Hanoukia, nous étions en fait dans un poste d'observation qui s'appelle Astra. Et ce poste d'observation domine le Liban et la Syrie pour voir l'ennemi, c'est sur la frontière, au mont Hermon. Et là, nous avons vu approcher des silhouettes
dans la neige. Il faisait nuit, mais dans la neige, on les voyait, et des silhouettes qui montaient. Nous savions qui c'était. C'était les contrebandiers bédouins qui passent par là pour vendre leurs marchandises, les cigarettes ou l'alcool ou je ne sais quoi. Donc, des contrebandiers bédouins qui passaient pas loin de nous. Et nous les avons invités pour l'allumage des bougies et nous leur avons offert des sauve-gagnottes. Et en échange de ces sauve-gagnottes, les contrebandiers bédouins qui venaient du sud Liban, en fait, nous ont révélé certains endroits où se cachaient les terroristes. Donc voilà, ça valait le coup d'obtenir un renseignement grâce à des sauve-gagnottes. Et c'est sur cette anecdote que je veux terminer en disant qu'en ce moment même, donc, où nous parlons, c'est pour ça que moi, je me souviens à chaque fête juive de ça, que ce soit Hanouka ou toute autre fête juive, toute réjouissance, au moment même où nous parlons, nous sommes assis dans nos maisons et nous allumons notre Hanoukia, nous le faisons parce que grâce à ces soldats d'Israël, parce qu'au moment même où nous parlons, quelque part, sur une colline dans le noir, ou près d'une ville palestinienne dans le noir, des jeunes soldats de 19 et 20 ans montent la garde, protègent Israël, protègent le peuple juif. Et lorsque j'allume ces bougies, alors que je fais une fête juive, je les bénis eux et je pense à eux, car c'est grâce à eux que nous pouvons fêter nos fêtes et que nous vivons ici sur cette terre. Alors, Chag Sameach, Le'am Israël, Beletzahar. Raphaël, merci beaucoup. Et après, je passe tout de suite la parole à Pierrot. D'abord, on t'écouterait pendant des heures, mais malheureusement, maintenant, ce que tu as dit pour ça, c'est quelque chose de tellement important, tellement vital pour le pays. Et une grande, grande pensée à tous les jeunes qui nous gardent et qui gardent Israël. Merci, merci de ton témoignage qui nous fait très, très réfléchir et très chaud au cœur. Pierrot, je te laisse la parole. Merci. Je voulais dire à Raphaël Jérusalemi, le micro marche. Oui, le micro est activé. Je voulais vous dire, je ne sais pas si on se tutoie ou si on se vous voit, peu importe d'ailleurs, mais je voulais vous dire que vous m'avez révélé quelque chose tout à l'heure dans ce que vous avez décrit. Je n'avais jamais pensé que Hanouka et Pessah étaient des fêtes en quelque sorte nationales. C'est le mot que vous avez employé. Ce sont des fêtes nationales et vous avez ajouté que à l'intérieur des corps de troupes de l'armée israélienne, ce sont les deux fêtes qui sont principalement célébrées. Ça me paraissait, vous avez eu raison d'insister sur cet aspect des choses parce que ça me paraît extrêmement important. Ça me paraît aussi, en quelque sorte, des miracles, hein, des miracles que nous vivons en fait, notamment depuis 1948. Voilà. Alors moi, je n'ai pas de questions, mais peut-être que celles et ceux qui assistent à notre fête de Hanouka ont peut-être des questions à vous poser. Pierrot, je rajoute que les micros étant fermés, ceux qui veulent intervenir oralement doivent réouvrir leur micro ou alors par chat, comme vous voulez. Je voudrais prendre la parole, Jacques. Je voudrais prendre la parole. Vous m'écoutez? Oui. Vous m'entendez? Voilà, je vais donner un témoignage, le témoignage de mon père, le rabbin Benjamin Assouline, que beaucoup d'entre vous ont connu. Donc, un témoignage sur Hanouka qui est assez émouvant. En 1940, il a été fait prisonnier, tout son régiment a été fait prisonnier. C'était les chasseurs alpins, les 99, le 9-9 chasseurs alpins. Ils ont été donc faits prisonniers à Dole et ils ont dû marcher 5 jours pour arriver à Dortmund.
Ils étaient prisonniers. Et mon père était déjà fiancé, mais en étant rabbin, il ne pouvait pas supporter ne pas faire une fête juive. Alors, il a demandé à ma mère de lui envoyer des boîtes de sardines, des boîtes de sardines. Ma mère lui a envoyé des boîtes de sardines et mon père, il a vidé les boîtes de sardines, il s'est servi de l'huile et il a coupé d'une serviette et il a allumé la Hanoukia avec des copains, mais c'était passible de la peine de mort. Et voilà, il a fêté donc Hanouka le camp et après il a pu s'évader. Voilà, je voulais apporter ce témoignage. Merci Jacques, merci de ce témoignage qui était également extrêmement émouvant. Comme l'a dit Jacqueline, si vous avez des questions à poser ou à Raphaël Jérusalemi, ne vous gênez pas, levez peut-être la main ou posez la question par chat. Eh bien, j'ai l'impression que ce que vous nous avez dit tous les temps, Shaul Oren, que vous, Raphaël Jérusalemi, a été absolument lumineux, puisque aucune question n'a été... Je peux donner un témoignage. Oui, monsieur. Oui, Jackie. Puisqu'on est dans la soirée des témoignages, je voudrais vous donner un témoignage de mon expérience à Grenoble. J'ai fait mon service militaire à Grenoble au 4e génie. Et parmi les compagnies de ce régime, de ce corps de troupes, il y avait pas mal de Martiniquais. Et au début décembre, j'ai parlé avec eux, j'ai dit comment vous allez faire, la plupart des soldats vont aller chez eux pour Noël, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ils m'ont répondu avec tristesse, nous on reste ici dans la base, on achètera peut-être quelques gâteaux et on restera à fêter Noël ici. Ça m'a énormément touché. J'ai fait passer un mot dans toutes les compagnies en disant, voilà, les Martiniquais ne pourront pas aller chez eux, mais au moins offrons-leur un Noël de classe en donnant de l'argent et qu'ils s'achètent des choses valables. Et ça a eu du succès. On a ramassé beaucoup d'argent. Et lorsque le capitaine de la compagnie a su ça, il m'a fait venir dans la chambre, dans son bureau. Il m'a dit, Jackie, tu as été extraordinaire. Toi qui es rabbin, tu as eu le souci du Noël des Martiniquais. Vraiment, j'admire ton action. Le lendemain, c'est l'aumônier catholique du corps qui m'a appelé en disant, j'aimerais bien vous voir dans mon bureau. Il m'a dit, pour ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Et je vous ai acheté une Hanoukia que je vous offre en souvenir. C'est quand même extraordinaire. Il faut qu'un rabbin pense au Noël des Martiniquais. J'ai été récompensé par cette petite menorah que le curé a offert après. Voilà, un petit témoignage sympathique. Ah oui. Ah oui. Une petite question. Je me rappelle très bien que tu as été aumônier des armées. Oui, ça c'est... À Paris. J'ai été l'aumônier général de l'armée de l'air. Oui. Et que Ça tu as eu des ordres. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Jacqueline. Et que Nicolas Rebibaud se rappelle très bien de toi. Oui, c'est juste, oui. Il était dans l'armée de l'air. Oui, oui, c'est juste. Et j'ai de lui toujours un souvenir extraordinaire. On avait un très bon contact tous les deux. Amen. Moi, c'est juste un petit coucou, ce n'est pas une question. D'abord, merci pour la conférence. Je voulais dire que nous sommes deux de la loge Bonnet Israël, Gisèle Grimberg et moi-même, Daniel Elial. Et faire un petit coucou à Raphaël Yerushalmi, qui était mon ancien voisin. Je réponds par un petit coucou, d'autant plus que je reviens d'une tournée en France, organisée par l'association France-Israël, dont l'amiral Darmon était le président. Et donc, voilà, le monde est petit, les destins se rencontrent. Et donc, la bise, je sais que ton fils a fait une belle carrière dans l'armée.
aussi, impressionnante. Et donc, la bise. Merci. L'amiral Darmon, c'est mon père. C'est parce que là, je ne m'appelle Oui. pas Daniel Darmon. Oui, c'est pour ça que j'ai rappelé, effectivement, j'ai oublié de Oui, dire, c'est le père de Daniel, un monsieur extraordinaire qui était donc, donc de son vivant, le chairman, le président de l'association France-Israël. Là, évidemment, c'est plus lui, mais la tournée que je viens de faire en France, c'était sous les auspices de cette association. Et c'était très impressionnant car c'était dans plusieurs villes de France avec un public juif et non juif mélangé. Mais des gens vraiment motivés pour Israéliens, c'était vraiment impressionnant. Et donc, c'est marrant après d'avoir fait ce tour sous les auspices et à la mémoire de l'amiral Darmon, de voir sa fille et de savoir aussi qu'elle a fait beaucoup de choses pour Israël ici. Mais ça, c'est top secret. Merci. Bienvenue à nos sœurs de la loge Bonnet Israël. Hein. Pardon? J'ai dit bienvenue à nos sœurs de la loge Bonnet Israël. Bah, ce soir, nous ne sommes que 2, mais on aurait pu être plus, mais les gens sont occupés, je crois, avec les fêtes. Eh oui. C'est d'autant plus méritoire et ça nous fait d'autant plus plaisir. Permets-moi, puisqu'on se tutoie, permets-moi de te le dire. Merci. Moi, je vois aussi. S'il vous plaît, je peux poser une question? Yves Soléru a une question. Je voulais poser une question à Raphaël. Il a parlé de Kippour et il a parlé de Pessah et de Hanouka. Qu'en est-il de Rosh Hashanah et de Kippour? Est-ce que dans l'armée, on considère moins ces 2 jours, Rosh Hashanah et Kippour, au point de vue des permissions, etc. Ou est-ce qu'au contraire, on les met sur un même plan? On a vraiment de vacances pour Hanouka. C'est pas considéré comme férié. Pour Pessah, il y a des soldats qui sont envoyés à la maison pour le Seder en famille, mais juste pour le Seder. À Chol HaMoed, ils sont à l'armée le plus souvent. Et pour Rosh Hashanah et Kippour, c'est pareil. On essaye le plus possible de libérer les soldats selon la situation pour entrer à la maison et fêter en famille. Mais il faut qu'il reste toujours des soldats présents. Et donc, toutes les fêtes sont émouvantes et les officiers, beaucoup de fois, choisissent de rester avec leurs soldats et ne rentrent pas à la maison. Une partie des officiers pour rester aussi avec les soldats en solidarité, puisqu'ils sont privés de voir leur famille. Mais c'est toutes les fêtes juives. Je voulais juste dire que dans la conscience israélienne d'aujourd'hui, par rapport au public général, c'est-à-dire même non religieux, il y a 2 fêtes qui étaient plus considérées comme nationales ou historiques, comme Pessah et Hanouka, mais j'aurais pu dire aussi pour les enfants. Pour les enfants, les 2 fêtes les plus importantes, c'est Hanouka et Purim. On leur donne de l'argent, parce qu'on leur donne de l'argent. Voilà, et des cadeaux. Des cadeaux, voilà. Donc, on les met sur un même plan. Oui. Voilà. Oui, manifestement. Raphaël, Oui. Raphaël, ce qui est très important dans ce que tu nous as dit, c'est que en fait, il y a cette unité dans le salle, quelles que soient les tendances religieuses des uns et des autres. C'est-à-dire que c'est un creuset pour toute notre jeunesse et pour les officiers et pour tous ceux qui font partie de salle, leur corps de métier. Donc, c'est une école extraordinaire et on doit le reconnaître. Et si on est ici, sur notre terre, c'est parce que Tsahal est là. Tsahal nous défend. Et comme tu l'as expliqué tout à l'heure avec actuellement, et ce qui se passe dans les dites négociations avec l'Iran actuellement, c'est vrai qu'il va falloir compter sur Tsahal, il va falloir compter sur nous pour que nous nous sortions de ce pas et que le miracle de Hanouka ait quand même lieu. Merci en tous les cas de ce témoignage, Raphaël. Merci, Chag Sameach. Il faut préciser quand même que Raphaël nous a fait une révélation. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il a dit, mais que les soufganiotes de Tsahal sont apparemment particulièrement succulentes. Allez donc savoir ce qu'ils mettent dedans.
Il y en a 350 000 hein, quand même. Voilà. Je peux vous raconter une toute petite anecdote concernant les souvenir de Hanouka. Kéro? Oui, oui, bien sûr. Juste une toute petite anecdote. Quand je travaillais à l'aéroport d'Orly. Nous étions très, très peu de juifs. La plupart d'entre nous, en fait, n'étaient pas du tout pratiquants. Mais Hanouka était une fête très importante pour tout le personnel de El Al. Et le personnel de El Al avait pour habitude de donner pendant ces 8 jours des plateaux de sourganiotes. Et les enregistreurs qui étaient tellement anti-israéliens se bagarraient pour faire l'enregistrement de El Al pour pouvoir goûter à ces fameuses sourganiotes israéliennes. Donc, en fait, dès qu'il est question de goûter quelque chose, d'aimer quelque chose, les frontières sont complètement abolies. Donc, qu'il en soit ici exactement la même, que ça nous serve de leçon pour le futur. Voilà, c'était une petite anecdote dont je me souviens maintenant. J'ai un miracle de Hanouka à raconter. Oui. Ah, oui, Yoël. J'ai la parole? Oui, oui, tu as la parole. Lorsque j'ai été envoyé à Prague pour ouvrir une ambassade après 23 ans de cauchemar communiste et 6 ans de cauchemar nazi en Tchécoslovaquie, nous avons demandé au ministère un budget pour apporter avec nous une belle grande Hanoukia à Prague. Nous sommes partis, c'était juste avant Hanouka, et on nous a dit il n'y a pas de budget pour une Hanoukia. Et quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé dans la cave de l'ambassade de Suède à Prague 2 immenses Hanoukiot qui provenaient de synagogues de Prague et de Bohême du début du XIXe siècle, qui étaient restés là lorsque l'ambassade a été fermée en 1967 après la guerre des 6 jours. Et Aviva, mon épouse, les a réparés, les a fait briller, les a nettoyés, et nous avons inauguré hier, il y a 31 ans, le jour de la 2e bougie de Hanouka, la nouvelle ambassade qui a rouvert à Prague en 1990, en décembre 90. C'était le 12 décembre 90, le 12-12 à midi, et c'était la 2e bougie de Hanouka. Alors voici la 2e bougie allumée par le fils de l'agent de sécurité de l'ambassade, qui était le seul enfant israélien à Prague à cette époque. Une grande cérémonie avec tous les membres du gouvernement, des ambassadeurs étrangers. On a rouvert une ambassade après 20 absences. Parmi les ambassadeurs, il y en avait une célèbre, l'ambassadrice des États-Unis, Shirley Temple. Wow. Ah, Shirley Temple, oui. Qui était ambassadrice des États-Unis, qui est venue avec nous inaugurer la nouvelle ambassade rouverte à Prague le jour de la 2e bougie de Hanouka. Et c'était un miracle de Hanouka que nous avions d'avoir une si belle lampe de Hanouka qui nous avait été refusée par le ministère. Bravo. Je précise que Yoël Ser a été ambassadeur d'Israël dans divers pays. Ce que tu viens de nous dire était à la fois émouvant et intéressant, Yoël, comme d'habitude d'ailleurs. Le premier à Prague. Yoël, ça peut faire le sujet d'un prochain livre. Tu peux peut-être faire un prochain livre en nous racontant les miracles de Hanouka. C'est écrit. Je peux rajouter quelque chose? C'est écrit et le Très bien. Avec photo à l'appui. Bien sûr. Avec sa mère. Qui voulait prendre la parole? Gérald. Gérald. Oui, simplement pour rappeler une autre Hanouka qui est extrêmement importante également, c'est la délivrance de Jérusalem par le général chrétien Allenby
en 1917, le 11 décembre. Il est rentré par la porte de Jaffa et il est descendu de son cheval parce qu'il savait que le Messie viendrait. Il ne voulait pas prendre la place du Messie et tous les officiers étaient derrière lui. Il a fait descendre de cheval tout le monde et notamment l'officier français. Intéressant. Ah oui, Allenby, oui. C'est un point d'histoire. C'est un point d'histoire. Je remercie également Raphaël pour ce qu'il dit. Effectivement, ce qui se passe à Vienne, est-ce que c'est semblable à ce qu'il a pu se passer avec Chamberlain et notre malheureux ami Hitler? Parce que c'est vraiment du pacifisme éhonté. C'est comparable dans la mesure où il y a un aveuglement volontaire de voir la réalité. C'est comparable dans la mesure où on négocie et on est en pourparlers avec un monstre, le boucher de Téhéran. C'est complètement immoral de mener des négociations avec ce genre de personnage. Et n'oublions pas que la menace existe, elle est présente, car même sans le nucléaire, les Iraniens constituent une double menace pour tout le monde avec leurs missiles balistiques et leurs actions terroristes. Donc, même sans le nucléaire, c'est une plaie et je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait négocier avec eux, d'autant plus que ceux qui aujourd'hui négocient avec eux veulent appliquer des sanctions, alors qu'ils viennent juste avant, sous le régime de Trump, avaient dit que les sanctions étaient inefficaces, que les sanctions de Donald Trump ne portaient pas leurs fruits. Et maintenant, la réponse qu'ils ont, c'est d'autres sanctions. Donc, c'est vraiment ridicule, absurde. Et bon, c'est tout simplement le grand courage habituel des Européens, avec peut-être les Anglais en moins en général, et les Américains qui réagissent, mais toujours un peu tard, comme ils l'ont fait pendant les 2 premières guerres mondiales. Ils ont réagi, c'était bien, mais ils avaient attendu quand même pas mal de temps. Oui, mais heureusement qu'ils étaient là quand même. Ah ben sans eux, on ne serait pas là où on en est, ça c'est sûr. Oui. Mais bon, c'est normal qu'ils défendent aussi leurs intérêts, et c'est normal que nous défendions les nôtres, mais c'est certain que c'est absolument une farce ce qui se passe en ce moment à Vienne, et les Iraniens rigolent bien dans leur barbe d'ayatollah, parce qu'ils jouent la montre et jettent de la poudre aux yeux. Ils savent exactement comment tourner tout le monde en bourrique. Ils sont des super négociateurs et hypocrites. Voilà. Merci. Eh bien, peut-être que les Américains, cette fois-ci, ne prendront pas trop le train en retard et daigneront réagir devant les menaces qui menacent le monde, et Israël en particulier. Espérons-le. C'est un autre miracle, peut-être. Ce soir, nous demandons ce miracle. Oui. N'est-ce pas, Shaoul? N'est-ce pas, Raphaël? Nous demandons. Oui, peut-être aussi qu'on se débarrasse du Covid. Ah oui, Ah oui. Et ses annexes. Oui. En tous les cas, merci de nous avoir transmis à tous les deux, tant Raphaël que Shaoul, de nous avoir transmis toutes ces émotions. On avait l'impression de vivre avec vous tout ce que vous avez vécu, l'un pendant la Shoah, l'autre pendant son service dans Tsahal. Nous étions avec vous, nous étions en vous. Merci aussi à Shlomo Balsam, qui a été la cheville ouvrière de l'entretien avec Shaoul. Merci aussi à nos techniciens maison, c'est-à-dire ceux que j'appelle nos orfèvres, c'est-à-dire David Sherman et Jean-Claude Aîné, parce que sans vous deux, rien ne serait possible par Zoom. Merci enfin à notre frère, le grand rabbin Jackie Amar, pour les paroles élevées qu'il a su prononcer et qui s'ajoutent à celles qui ont été prononcées par Shaoul et Raphaël,
Enfin, nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines activités de la commission culture. Et en attendant, comme dit Jacqueline, briout, briout, faites attention à vous et aux vôtres. Alors, je conclus en disant briout, briout, bien entendu, Chag Hanouka Sameach, et que cette flamme qui envoie des étincelles depuis des milliards d'années continue à nous éclairer et que enfin nous puissions avoir un semblant de paix en Israël et de vivre correctement sur notre terre. Merci à vous et à une très prochaine activité. Hanouka Sameach, Kol Tuv et Alevaï. Amen. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach.